Un grand bonjour à nos auditrices et auditeurs, nous sommes de retour et vous souhaitons la bienvenue pour le 4e épisode de notre podcast, Les Verts et Vertes en discussion. Aujourd'hui, nous parlons des attaques de la droite contre la protection du climat, contre l'égalité et contre l'état de droit. Je suis Ilias Panchard, responsable des campagnes chez les Verts suisses et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Nicolas Walder, conseiller national Verts Genevois. Nicolas, bonjour. Bonjour Ilias. Nicolas, tu es une personnalité connue en Suisse romande, mais peut-être dis-nous, pour commencer, en quelques mots, qui tu es. Nicolas Walder, je suis conseiller national de Genève. J'étais maire de Carouge et président des Verts Genevois. Aujourd'hui, je suis vice-président des Verts suisses et co-coordinateur du réseau LGBTIQ+, des Verts suisses. De multiples casquettes. Peut-être pour commencer, Nicolas, tu es marié depuis très exactement 1 an, ou quasiment. Absolument. Déjà, bon anniversaire à vous deux. Le 1er juillet 2022, donc, le mariage pour toutes et tous est entré en vigueur. Le lendemain, tu as dit oui à ton partenaire à la mairie de Carouge. Vous étiez parmi les premiers à le faire en Suisse. Peut-être quel souvenir gardes-tu de cette journée ? Un moment d'émotion fantastique. Je veux dire, c'est un mariage, je crois que qu'on le médiatise ou pas, de toute façon, un mariage est un moment fort, là, un moment où on décide de se lier à une autre personne. Et effectivement, on avait décidé de le faire, on serait passé par un partenariat, mais étant donné notre engagement aux deux, lui comme cinéaste, moi comme politicien, pour plus d'égalité, contre les discriminations et pour le mariage pour toutes et tous, eh bien, il nous paraissait logique d'attendre ce moment pour se marier. Donc c'est un grand moment avec beaucoup d'invités, beaucoup d'amis, des invités politiques aussi, des amis, Irène Kellin qui était présidente du Conseil national, qui est venue dire quelques mots dans ce mariage, entre autres, avec plusieurs maires et responsables de communes aussi. Enfin, c'était vraiment important pour nous et cela montrait aussi le soutien large de la population et des politiques pour le mariage pour toutes et tous. Et en plus, voilà, c'était célébré dans ma ville, la ville dans laquelle j'ai été maire. Donc, à Carouge, à Carouge, effectivement. Et c'est mon ancienne collègue, Stéphanie Lamarre, qui nous a mariés. Donc voilà, moi j'étais vraiment un grand moment de bonheur. Plein d'émotions, j'imagine. Oui. Et puis peut-être une question un peu piquante, si j'ose dire. On a retrouvé dans une interview à la Tribune de Genève, donc le grand quotidien genevois, tu avais dit, je cite, « J'ai longtemps considéré le mariage comme une institution bourgeoise et patriarcale sans aucun intérêt. » Ok, pas mal. Pourquoi est-ce que tu as changé d'avis et puis tu t'es marié ? Pour 2 raisons. Déjà, il faut jamais dire jamais, et on apprend avec la vie que voilà, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Mais sur le mariage, je pense que c'est l'institution qui a évolué, c'est l'institution qui a changé. En s'ouvrant au mariage pour toutes et tous, cette institution est devenue beaucoup plus inclusive. Elle était à l'époque aussi une institution très patriarcale, qui définissait des rôles différenciés entre les femmes et les hommes. Ceci n'est plus le cas aujourd'hui depuis quelques années et depuis cette année, c'est ouvert aux couples de même sexe. Donc c'est une institution qui est devenue beaucoup plus moderne et à partir de là, je m'y retrouve beaucoup plus. Et peut-être à ce sujet, l'été, c'est le moment, la saison, si j'ose dire, des marches des fiertés. À Genève, il y a quelques jours, début juin, 35 000 personnes sont descendues dans la rue pour réclamer l'égalité des droits pour les personnes lesbiennes, homosexuelles, bisexuelles, trans, intersexes et queer. Cela prouve aussi d'une manière assez impressionnante que le thème, il mobilise largement et il concerne énormément de monde. Est-ce que tu y étais aussi ? Est-ce que tu peux un peu nous raconter ce que ça représente ? Bien sûr, j'y étais, un grand moment d'émotion aussi, un moment important, politiquement important parce que c'est la première grande manifestation qu'il y a eu à Genève depuis la crise du Covid. 35 000 personnes pour la Pride, c'est exactement la même affluence qu'il y avait en 2019. Et qui était un record absolu au niveau des Pride genevoises. Donc c'est la preuve que cette question mobilise. Au-delà du mariage pour toutes et tous qui est entré en force, eh bien ça continue de mobiliser car il y a des discriminations contre lesquelles il faut se battre. Et je crois que les thèmes de la Pride de cette année, qui étaient largement axés en faveur des personnes non binaires, montrent que les Verts, en tout cas par nos actions au Parlement et par nos actions au sein du groupe LGBTIQ+, des Verts, eh bien, nous n'étions pas du tout à côté de la plaque. Il y a du travail
Et vraiment, cette Pride était un grand moment d'union et de force. Il y avait beaucoup de personnes cisgenres, hétérosexuelles, qui étaient dans cette Pride. Et cela montre que pour les Suisses et les Suissesses, l'engagement pour une société inclusive, contre les discriminations, reste pleinement d'actualité. Puis peut-être justement là-dessus, en contraste, alors qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui luttent au quotidien pour une Suisse ouverte et solidaire, lors de la grève féministe par exemple, ou lors des marches des fiertés, ou ailleurs, ou à tout moment, on a l'UDC qui parle de diktat du genre, de l'absurdité woke. Selon toi, que tente de faire l'UDC avec ce type de campagne ? Mais déjà, l'UDC décrédibilise, et ils le font pour le climat, ils le font dans d'autres domaines, décrédibilise tout ce que la science nous amène. C'est-à-dire qu'alors qu'on s'est émancipé de certaines croyances obsolètes avec le siècle des Lumières, l'UDC veut nous renvoyer là-dedans. C'est les mêmes tendances que les créationnistes aux États-Unis. Ils nient ce que la science nous amène. Ce que les climatologues nous expliquent en matière de changement climatique, ils le nient, au même titre qu'ils nient ce que toutes les théories de genre et surtout tous les scientifiques, les pédagogues, les psychologues, les psychiatres qui accompagnent aujourd'hui des personnes non binaires nous expliquent sur l'importance d'une société inclusive. Eh bien, l'UDC le nie. Donc c'est aussi une attaque contre la société du savoir, contre la société de l'information. C'est pour cela d'ailleurs qu'ils utilisent beaucoup des fake news aussi. Donc ça montre aussi la faiblesse de ce parti qui finalement n'a pas grand-chose sur quoi ancrer ses théories et ses politiques. Puis peut-être là-dessus, on parle de l'UDC, mais la droite au sens large, la droite bourgeoise nous reproche par exemple de ne pas aborder des vrais problèmes. On a eu récemment dans la presse alémanique, dans le Tagesanzeiger, le président du centre, l'ancien PDC, Gerhard Pfister, qui a reproché à la gauche que certaines personnes se contentent ou se contenteraient de, je cite, s'enflammer sur des concepts au lieu de se focaliser sur le changement de conditions sociales réelles. Alors c'est quand même un peu le comble de nous reprocher ça, étant donné notre engagement aussi sur les conditions sociales dont la droite ne peut pas se targuer, mais peut-être si tu as un commentaire là-dessus aussi sur la droite plus large. Écoutez, venant du centre, en plus, c'est quand même une attaque un peu étrange, sachant combien il s'oppose de façon régulière au Parlement contre tout progrès social en matière d'égalité, pour tout soutien aux familles les plus précaires et aux habitantes et habitants les plus précaires. Donc en matière sociale, je crois que les Verts demandent et avancent et portent beaucoup plus de propositions que le centre. Et puis, moi, je ne peux pas accepter ces théories comme quoi les combats devraient être séparés, il y aurait des combats plus méritants que d'autres. Tous les combats se méritent, ce n'est pas parce qu'on se bat pour améliorer les conditions de vie des gens qu'on ne doit pas se battre en même temps contre le racisme, contre l'antisémitisme, contre l'homophobie et contre la transphobie. C'est pour moi des combats qui sont liés, et quand on veut une société inclusive socialement parlant, on veut aussi une société inclusive sociétalement parlant. Donc il faut arrêter, il ne faut pas entrer dans ce jeu de l'UDC de division des habitantes et des habitants, et je n'entrerai pas dans cette direction. Et puis en effet, le fait de parler de concepts, de s'enflammer sur des concepts, je crois que ce que tu dis montre bien qu'il ne s'agit pas de concepts, qu'il y a des personnes derrière, qu'il y a des luttes, qu'il y a des vies, et puis qu'on s'engage pour ces personnes-là, et puis pas sur des concepts. Absolument, théoriques. Je crois que d'ailleurs en me mariant avec Rolré, mon époux, c'était aussi de montrer que finalement, lorsque l'on change une loi, lorsqu'on bat contre une discrimination et lorsqu'on change légalement la loi, eh bien, ça permet à des personnes, ça affecte directement et positivement leur vie. Le mariage pour tous l'a montré, mais la facilitation des changements de genre à l'état civil aussi le montre au quotidien. Il y a des personnes à qui ce changement législatif permet de vivre beaucoup plus en harmonie avec eux-mêmes et donc une vie beaucoup plus heureuse. Et c'est à ça que servent les combats qu'on mène au Parlement, mais ça a des conséquences concrètes pour les personnes, oui. Et puis peut-être certains partis comme l'UDC, on peut dire, se contentent pas de faire du bruit contre l'égalité. Hélas, elle agit. On a vu par exemple en Valais où le parti s'est opposé notamment à la venue de la drag queen Tralalalita, qui est interprété par Vincent David, pour le citer, un comédien professionnel, qui lui était invité pour lire des contes pour enfants qui parlent simplement de personnages différents et différentes et fiers de l'être. Cela dans le cadre d'une campagne de lutte contre les discriminations à l'égard des personnes LGBT
IQ lancés par le canton du Valais, par l'État du Valais, et puis aussi voilà, avec des initiatives anti-avortement qui heureusement ne vont pas toujours au bout. Elle a voulu aussi restreindre le droit des femmes à disposer de leur corps. C'est vrai que c'est assez grave et inquiétant. Est-ce qu'on est en train de vivre un backlash, une sorte de retour en arrière, ou est-ce qu'il y a un risque ? Bon, le risque, c'est la capacité de l'UDC à attirer de nouvelles électrices et électeurs. Mais l'UDC a toujours été un parti sexiste, homophobe, raciste, antisémite, et j'en passe. Ça dépend bien sûr des élus, mais on le voit d'ailleurs aussi à Genève avec des propositions de loi du groupe UDC visant à déconstruire toutes les lois pour l'égalité, toutes les lois pour créer une société intégrante et toutes les lois visant à protéger les personnes LGBTIQ+. Donc on est exactement dans cette dynamique d'un parti qui veut diviser la société et qui finalement pointe du doigt certaines minorités. Ils le font avec les minorités religieuses, avec les minorités culturelles et puis bien sûr avec les minorités sexuelles, les minorités de genre. Mais c'est aussi un parti qui est extrêmement patriarcal dans son fondement et se battra contre toutes les lois visant à émanciper les femmes. Et effectivement, tout ce qui peut amener un soutien aux femmes dans leur vie professionnelle, dans leur vie privée ou dans leur rapport à l'homme, eh bien, l'UDC s'y oppose. D'ailleurs, l'UDC s'opposait au durcissement de la loi pour protéger les victimes de viol. Le droit pénal sexuel sur lequel on a beaucoup débattu ces dernières semaines, eh bien, l'UDC était le seul parti au final qui s'opposait clairement à ce que le viol le concept de viol soit étendu et que la punissabilité soit beaucoup plus large. Donc ça montre que ce parti souhaite rester dans un état patriarcal où l'homme domine la femme et où l'homme blanc, cisgenre et qui plus est UDC puisse en gros faire à peu près ce qu'il veut. Certains collègues parlaient d'une définition moyenâgeuse du viol, par exemple. Je crois que ça se retrouve aussi dans tes propos. Puis tu as mentionné un peu les questions climatiques. Si j'enchaîne sur une question un peu là-dessus. Alors on a vu dans la campagne de votation sur la loi climat, certaines lignes rouges ont été franchies et on a un certain nombre d'opposants à la loi qui n'ont pas hésité presque en l'assumant dans le débat, à répandre des mensonges et des contre-vérités. Comment toi, tu as vécu en tant que parlementaire cette votation ? Bon, je n'étais pas étonné, mais je trouve extrêmement dangereux. C'est un jeu extrêmement dangereux que joue l'UDC avec ce qu'on peut considérer comme des fake news. Hein. Ce sont des fausses informations, ce sont des mensonges qui souvent sont même assumés, non pas comme mensonges, mais comme vérité alternative, en expliquant que finalement il n'y a pas de vérité. Ils le font sur le climat, ils le font, je l'ai dit, sur les théories de genre, et c'est extrêmement dangereux pour la démocratie en tant que telle, parce qu'un des piliers de la démocratie est la liberté, hein, et la liberté d'opinion, c'est évidemment repose sur le droit à l'information. Et à partir du moment où on contrevient à ce droit à l'information, soit en l'interdisant, soit en le diluant avec des fake news, eh bien on empêche finalement une démocratie d'exister, parce que la population ne peut plus se faire son opinion, étant donné qu'elle n'a plus accès à des informations de qualité. Donc c'est un jeu dangereux que joue l'UDC, ils le savent très bien, parce que ma théorie est qu'ils ne sont pas du tout attachés à la démocratie, contrairement à ce qu'ils disent. Ils s'appuient sur le peuple, au même titre que Vladimir Poutine s'appuie sur le peuple, ou que Xi Jinping s'appuie sur le peuple. Mais finalement, le concept de démocratie est de demander l'avis du peuple. Et d'état de droit aussi. Voilà, ils n'ont pas de grand respect pour cette démocratie. La preuve en est aussi les attaques et les insultes du président Chiesa sur les citadins et les citadines qui, parce qu'ils voteraient soi-disant mal, ne seraient pas des vrais Suisses et ne seraient pas des personnes dignes de confiance. Ça va beaucoup trop loin, et je pense que j'espère que la population suisse sera, signifier la fin de la récréation à l'UDC prochainement, parce que ce parti représente un vrai danger pour la Suisse. Peut-être là-dessus, tu as parlé des moyens d'information, de la nécessité d'informer. Alors je crois qu'il y a quelques jours, on peut le dire, il y a eu une bonne nouvelle annoncée dans la presse. On peut apporter un contrepoids à cela, parce que les Vertes et les Verts suisses ont reçu un don très généreux au début de cette année. Est-ce que tu peux nous dire peut-être quelques mots là-dessus ? Oui, alors on a eu la bonne surprise de recevoir un don
privé de 1 million de francs. C'est une somme extrêmement importante pour les Verts. C'est évidemment une somme qu'il faut relativiser parce que d'autres partis ont des budgets beaucoup plus importants, mais pour les Verts, c'est évidemment un quasi triplement du budget de campagne pour les Verts suisses. Donc ça nous permet de mettre en place de nombreuses démarches pour faire de cette campagne vraiment une campagne extrêmement forte et une campagne, parce qu'elle est importante, une campagne en faveur de la biodiversité et du climat. Donc oui, il y a différents outils qui ont été mis en place. Plusieurs outils visant à mobiliser la population, une application pour les candidates et les candidats, et qui vise vraiment à mobiliser, parce que la clé de cette élection est dans la mobilisation de nos membres et de nos électeurs et électrices. Donc c'est une clé. Et puis il y a aussi évidemment beaucoup de démarches, des soutiens aux sections cantonales aussi. Certaines sections ont peu de moyens, d'autres ont des moyens acceptables mais ont beaucoup d'ambition. Et à partir de là, ça nous permet aussi d'aider ces sections cantonales. Et puis là, évidemment, on pourrait dire l'argent est le nerf des campagnes. On le sait bien dans l'équipe campagne des Vertes et des Verts suisses. Qu'est-ce qu'on peut faire peut-être d'autre contre ce type de campagne mensongère, au-delà de l'aspect financier? Comment mobiliser notre électorat ou futur électorat? Bon, déjà, il est important de pouvoir communiquer. Donc, à partir du moment où plus nous communiquons, plus nous pouvons aussi rétablir une certaine vérité auprès de nos électeurs, auprès de la population. Qui peut-être a plus confiance en nous sur certains éléments comme les questions climatiques par exemple que ce que dit l'UDC. Et puis il y a aussi en agissant au niveau législatif avec des propositions comme une proposition de notre président Balthazar Gletli qui va dans le sens justement d'une conférence contre les fake news, une conférence où il serait possible par exemple lorsque vous êtes face à des informations mensongères, eh bien, de les dénoncer dans cette conférence, ça permettrait aussi qu'il y ait une certaine limite qui soit posée à certains partis, parce qu'effectivement, l'argent est le nerf de la guerre, mais le mensonge et l'argent combinés ensemble sont effectivement un danger énorme pour la démocratie. Donc il faut que la vérité puisse être établie et que la population ait accès à une information de qualité. Donc tout cela, effectivement, il y a différentes démarches d'ailleurs, il y a eu différentes discussions aussi dans ma commission des affaires juridiques sur les questions de fake news, comment les traiter, comment l'aborder, comment limiter aussi les fake news également sur les réseaux sociaux d'une façon générale. Mais dans le cadre des campagnes, c'est en train, avec les démarches de l'UDC, de prendre une ampleur jamais vue en Suisse et effectivement, il serait temps de légiférer là-dessus. Cette fameuse idée de commission de loyauté, peut-être ça me fait penser à une chose. Lors des dernières fédérales, c'est vrai que les Vertes et les Verts s'étaient beaucoup engagés pour la transparence en politique. Alors ça date, peut-être on pourrait dire depuis notre création évidemment. Et on voit que maintenant, voilà, on a avancé quand même sur les questions de transparence, le fait de devoir annoncer des dons. Puis peut-être un autre élément sur l'intelligence artificielle. C'est vrai que la demande aux autres partis notamment sur l'utilisation des images ou de fausses images, elle vient toujours, ou en tout cas en grande partie des Vertes et des Verts suisses. Je trouve assez intéressant notre engagement là-dessus pour dire en fait il faut mettre aussi des limites dans le débat démocratique, sinon on pourrait utiliser n'importe quoi, n'importe quelle fausse image, n'importe quelle contre-vérité, et puis du coup les personnes ne sont plus en mesure de voter sur des faits, comme tu le disais au début. Oui, tout à fait. Et je pense que les Verts, on y est peut-être beaucoup plus sensible encore que d'autres du fait qu'on a dû se battre et on doit toujours se battre contre les climato-sceptiques et effectivement qui avançaient des informations mensongères. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, se pose ce nouveau défi. Lorsque vous interrogez ChatGPT et que vous lui demandez de faire un texte, il va chercher les informations sur le net. Donc plus vous avez d'informations mensongères sur le net, plus elles vont être reproduites automatiquement à travers l'intelligence artificielle. D'où l'importance vraiment autant que possible, d'avoir une information la plus honnête et la plus correcte possible, autant sur les réseaux sociaux, mais bien sûr aussi dans les campagnes de votation. Puis sur la crise climatique, on voit évidemment qu'elle est perceptible depuis longtemps. C'est pas à nous qu'on va la prendre. Là, on peut dire actuellement l'Atlantique Nord est en ébullition, si j'ose l'image. On voit qu'en Inde ou dans d'autres pays, on souffre d'une vague de chaleur qui est extrême alors qu'on n'est même pas au cœur de l'été. Les climatologues estiment que 2023 pourrait être l'année la plus chaude jamais enregistrée depuis le début des relevés. Et puis pourtant,
voilà, l'UDC ou d'autres partis ne font rien ou ne font quasiment rien contre ce problème urgent. Au lieu de cela, on le voit avant les élections, on risque plutôt d'aller dans la direction opposée, notamment sur les routes ou d'autres sujets. Est-ce que c'est pas quelque chose qui te révolte, si j'ose dire? Bien sûr, c'est révoltant, c'est très frustrant, révoltant. Tu sais, c'est comme dans le film Don't Look Up, et où même jusqu'au dernier moment, toute l'énergie des personnes qui ont conscience de ce qui est en train d'arriver est utilisée pour essayer de convaincre les autres, de regarder, au lieu d'être utilisée pour l'action. Et il y a ce sentiment un peu encore aujourd'hui de devoir d'essayer de convaincre des majorités de faire un petit pas, alors que les faits sont là et qu'on devrait concentrer toutes nos énergies ensemble à agir au niveau national comme au niveau international. Et au lieu de ça, on est encore dans des discussions de savoir, et que certains amènent, comme à l'UDC, de savoir est-ce que les énergies fossiles sont vraiment responsables de l'empreinte carbone, comme si la question se posait encore. Et puis là-dessus, on voit quand même qu'on est en train de gagner ou d'avancer, si j'ose dire, sur la bataille culturelle, sur l'importance, la nécessité d'agir pour le climat, pour la biodiversité, pour l'environnement. Du coup, c'est assez intéressant. On voit que l'UDC maintenant prétend se préoccuper de climat et d'environnement en annonçant le lancement d'une initiative dite de durabilité, tirée d'une traduction de l'allemand, avec laquelle elle voudrait limiter la population suisse à 10 millions d'habitants. Comment ça te fait réagir sur le principe? Mais c'est totalement ridicule. Ils reviennent avec leur même thème de la migration. Ils vont probablement mettre des affiches avec des personnes issues du régime d'asile, donc des personnes de couleur, des personnes de confessions différentes, alors que le 80% de notre immigration, voire beaucoup plus, c'est une immigration inter-européenne. Donc déjà, il n'y a pas... c'est une immigration qui est là pour occuper des places de travail et pour développer finalement l'économie suisse. Donc effectivement, en cela, ils s'opposent directement à leurs alliés, que sont le PLR et le Centre, qui eux se battent pour des fiscalités extrêmement basses, pour attirer encore plus d'entreprises et donc avoir encore plus d'emplois. Donc je pense qu'ils devraient entre eux régler leurs comptes. L'UDC qui préside et qui dirige la destinée de l'USAM depuis un moment, sait très bien combien les places de travail sont importantes pour les PME suisses. Et une telle initiative, finalement, c'est là-dessus qu'elle fait peser un risque majeur. En matière climatique, effectivement, tout le monde comprendra que le fait qu'un Parisien habite à Genève, à Zurich ou à Paris ne va pas changer grand-chose à l'avenir climatique du monde. Simplement, ça donnera peut-être une place de travail supplémentaire ou inoccupée en Suisse, ou peut-être une productivité un peu moindre en Suisse, mais ça ne va pas changer la face du monde. Et rappeler quand même que la question de l'asile dans la question migratoire est absolument ridicule. On parle d'un tout petit pourcentage de la migration totale en Suisse. Donc si on parle de migration, on doit vraiment parler d'une migration économique et regarder ça à l'aune de la croissance économique de notre pays, que l'on peut remettre en question, mais c'est là-dessus que l'on doit discuter et pas sur la question de l'asile, qui de nouveau en matière migratoire est absolument, à part cette année avec la migration ukrainienne, mais autrement ce n'est pas cela qui nous amène à une balance de plusieurs dizaines de milliers de personnes, balance positive, la migration de plusieurs dizaines de milliers de personnes. La transition est toute trouvée, parce que si ça ne tenait qu'à l'UDC, en fait la Suisse devrait donc s'isoler, on va dire, complètement. C'est loin de la réalité, tu l'as dit, la Suisse vide ses échanges avec l'Europe, devrait renforcer ses relations avec l'Union européenne, pour peut-être pas parler que de l'UDC et de la droite, même si ils sont fortement représentés dans cette institution. On peut dire que le Conseil fédéral sur ce sujet ne va pas très vite. Non, le Conseil fédéral ne va pas assez vite. Toutes les crises actuelles, que ce soit la guerre d'invasion en Ukraine, que ce soit la crise du Covid, de laquelle on est en train de sortir, heureusement, ou que ce soit bien sûr la crise climatique, qui est le défi majeur auquel on doit répondre, ne peuvent pas se régler de façon isolée. La Suisse doit participer au règlement de ces crises, mais à travers des collaborations larges. Et bien sûr, la collaboration naturelle pour notre pays, c'est l'Union européenne, c'est l'Europe. Pendant longtemps, la Suisse a pensé que l'Union européenne ne passerait pas le XXe siècle
pour certains, l'Union européenne allait se décomposer suite au Brexit, etc. Au contraire, l'Union européenne en sort toujours plus renforcée parce que les 27 pays européens qui en font partie ont compris que ce n'est qu'ensemble qu'ils peuvent résoudre les crises et qu'ils sont beaucoup plus forts face à la Chine ou aux États-Unis. Ils sont beaucoup plus forts pour résoudre les crises économiques. La solidarité qu'il y a au sein de l'Union européenne leur permet de passer de façon beaucoup plus sereine les crises. Et donc la Suisse devrait s'en inspirer. Aujourd'hui, nous avons une grande chance, c'est que nous avons encore des accords bilatéraux qui sont en vigueur. Donc la Suisse ne se retrouve pas totalement isolée. Elle est isolée politiquement, mais elle n'est pas isolée économiquement. Mais effectivement, ces accords se délitent. Et si rien n'est fait pour clarifier nos relations avec l'Union européenne, eh bien, ça risque d'avoir des conséquences très graves économiquement aussi pour notre pays. Et tu l'as cité à propos de l'Europe, un des enjeux, c'est évidemment le soutien européen, dont suisse, j'insiste, à l'Ukraine. C'est évidemment important. La Suisse, hélas, reste en partie à l'écart. Peut-être en quelques mots, est-ce que tu peux nous expliquer, en tant que membre de la Commission de politique extérieure, comment est-ce que tu t'es engagé sur ces questions parce que, hélas, le Parlement a se fait rejeter ta motion qui visait à augmenter l'aide humanitaire. Non, alors, c'était une motion qui demandait d'allouer 5 milliards à l'Ukraine. Sur 5 à 10 ans, j'ai eu une majorité dans ma commission, il n'y a pas une majorité en plénière. Mon collègue Matthias Zopfi a déposé la même demande au Conseil des États, elle va encore être traitée, donc le dossier il est en discussion toujours, heureusement. Nous avons aussi, donc nous appelons la Suisse à allouer beaucoup plus de moyens, mais pas le prendre sur la coopération internationale aujourd'hui, allouer des moyens nouveaux. Supplémentaire, parce qu'effectivement, il est totalement, non seulement indécent, mais aussi inutile et idiot. Il serait idiot d'enlever au Sahel pour donner à l'Ukraine. Aujourd'hui, il y a des besoins énormes au niveau international. Beaucoup de pays souffrent indirectement aussi de la guerre en Ukraine. Et il est de la responsabilité de la Suisse de faire un effort à hauteur de son produit intérieur brut. Mais j'irai même plus loin, elle doit faire un effort supplémentaire du fait qu'elle ne participe pas au soutien militaire à l'Ukraine. C'est une spécificité de la Suisse, elle est neutre militairement et donc elle ne livre pas d'armes, elle n'avantage pas un des deux côtés au niveau sur les questions militaires. Ça fait partie de notre ADN. Par contre, cela implique que la Suisse fasse beaucoup plus en matière civile. Cela implique aussi que la Suisse participe aux sanctions, elle le fait, mais elle doit les appliquer avec beaucoup plus d'assiduité. Ça a été demandé par les ambassadeurs du G7 et nous le soutenons bien sûr. Nous avons déposé des textes pour cela. Pour l'instant, la droite s'y oppose, donc la même droite qui aimerait pouvoir réexporter des armes à l'Ukraine refuse non seulement de leur donner plus d'argent, mais également de renforcer l'application des sanctions, tout comme ils refusent de travailler concrètement dans l'aménagement de nos lois pour permettre de confisquer les biens russes. Vous savez qu'aujourd'hui, les sanctions ont gelé les avoirs de nombreux oligarques et les avoirs du gouvernement russe. L'idée est de pouvoir les confisquer pour pouvoir que cet argent serve à la reconstruction de l'Ukraine. Cela nécessite d'adapter certaines lois. Et effectivement, il y a nos partenaires européens et américains qui y travaillent. Nous aimerions que la Suisse prenne un rôle actif dans cette direction. Alors j'espère que ces deux dépôts iront au bout. Je touche du bois et puis on souligne l'engagement, ton engagement puis l'engagement de l'ensemble du groupe parlementaire sur ces sujets. Peut-être un élément, on est quasiment au bout de l'échange, mais quand même d'un point de vue symbolique, on a fait aussi les gros titres ces derniers temps lorsque le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est adressé au Parlement suisse. Ça arrive assez peu souvent qu'un chef d'État ou une chef d'État s'adresse au Parlement et hélas, par provocation j'imagine, le groupe parlementaire UDC a quitté la salle en bloc ou quasiment en bloc. Comment est-ce que toi, en quelques mots, tu as vécu ça et comment tu l'analyses ? Bon, le moment était extrêmement émouvant de voir un président en direct dans un pays qui était, au moment où il nous parlait, sous les bombes, et il l'est toujours. C'est évidemment émouvant. Cette agression russe est indicible. Ils n'ont aucun droit, aucune légitimité d'entrer sur un territoire, de vouloir prendre possession d'un territoire qui n'est pas le leur. Vraiment, nous condamnons fermement, et le fait que l'UDC ne soit pas présent. Moi, j'ai eu un sentiment de honte, parce que
Vladimir Zelensky a très bien vu la salle, il pouvait voir la salle et il voyait très bien qu'un tiers de la salle n'était pas rempli. Une honte, pour moi, c'est indécent de la part d'un parti gouvernemental. Il faut quand même, l'UDC veut soi-disant assumer un rôle gouvernemental, eh bien, il devrait l'assumer avec un peu plus de conviction. Je pense qu'aujourd'hui, ce que fait le groupe parlementaire en s'opposant systématiquement à peu près tout, ce que décide le Conseil fédéral, et là, en s'opposant clairement, enfin en montrant un désaccord clair avec la position du Conseil fédéral qui a été quand même de condamner politiquement l'agression, eh bien, est pour moi inqualifiable de la part d'un parti gouvernemental. Qui plus est, cela montre vraiment, après les affaires de Köppel à Moscou, ou de Maurer à l'ambassade de Chine, cela montre la proximité de ce parti, proximité idéologique aussi, proximité économique, parce qu'il y a des intérêts clairs avec les gouvernements dictatoriaux, que ce soit en Chine ou en Russie, intérêts économiques, mais aussi cette proximité idéologique avec des dictatures assez patriarcales, machistes, et c'est vrai qu'on retrouve ce lien très fort de ce parti. C'est la même tendance que Orban, que Bolsonaro, que toute cette extrême droite, cette mouvance qui finalement Erdogan, Modi, la liste est... Voilà, admire des hommes forts comme Vladimir Poutine et admire finalement ces dictatures. Qu'une personne ne fasse plus appel au peuple pour lui demander son avis, mais ose parler au nom du peuple, ça ne les choque pas. Donc pour eux, c'est pour ça que quand ils parlent de démocratie aujourd'hui, je mets toujours des bémols parce que je ne crois pas qu'ils défendent la démocratie, ils défendent une idéologie qui est une idéologie d'extrême droite, qui aujourd'hui nous a montré par le passé les dangers de cette idéologie et que personnellement je combats et je combattrai de toutes les manières possibles. On le voit dans l'échange, hein, tu es membre de la commission de politique extérieure qui traite des affaires étrangères. On voit que ces sujets te portent, te font vibrer. Peut-être en quelques mots, d'où vient cet intérêt ou d'où est venu cet intérêt pour la politique étrangère? Bon, je suis né à Genève, j'ai grandi à Genève dans les organisations internationales, dans le quartier des organisations internationales d'ailleurs. J'ai travaillé longtemps au CICR. J'ai dirigé une institution à Genève sociale qui après le CICR, qui travaille aussi avec des migrants. Et voilà, j'ai toujours considéré que le monde était trop petit pour qu'on le divise en pays. Et la politique extérieure et les relations avec les autres pays m'intéressent beaucoup. Je trouve que c'est la clé de beaucoup de solutions, de beaucoup de réponses, aux questions qu'on se pose et aux crises. Aujourd'hui, si on prend la crise climatique, alors bien sûr, on doit travailler sur nos lois, on doit travailler sur nos moyens de déplacement en Suisse, mais on doit aussi travailler sur nos importations, on doit travailler sur les règles internationales. Le commerce international, aujourd'hui, fait aussi partie du domaine d'expertise de notre commission de politique extérieure. On parle de la politique économique extérieure et cela implique bien sûr nos engagements et nos accords de libre-échange. Un dossier d'ailleurs sur lequel, avec mes collègues verts, nous travaillons pour introduire des chapitres contraignants sur les droits environnementaux et les droits humains. C'est donc différents dossiers, c'est aussi tous les dossiers liés au COP climatique. Eh bien, il y a des mandats de négociation, effectivement. Si dans les mandats de négociation, la Suisse privilégie ses intérêts économiques et pas la solidarité vis-à-vis de la réponse et du combat contre le changement climatique, eh bien, effectivement, ça n'amènera pas à des solutions. Donc on doit faire aussi dans notre commission et à travers nos discussions avec le Conseil fédéral que la Suisse s'engage vraiment. Un succès qu'on a eu hier d'ailleurs avec mon collègue Raphaël Mahin, on s'était engagé depuis pas mal d'années aussi sur la défense des océans, des grands fonds marins. Eh bien, la Suisse finalement, après 2 ans et demi qu'ils ont mis pour nous répondre, clairement, mais la Suisse a décidé de soutenir le moratoire sur l'exploitation minière des grands fonds marins. C'est vraiment un succès et c'est d'une importance capitale dans la lutte contre le changement climatique. Peut-être un des éléments, la sauvegarde des océans parmi les plus capitales pour l'espèce humaine et pour la
le sauvetage finalement de ce que l'on peut encore et ce que l'on va pouvoir sauver de notre mode de vie et de la planète. Et effectivement, parce que les océans sont un des plus grands capteurs de CO2. Pour pas déséquilibrer encore plus. Voilà. Et donc on est vraiment au niveau de la politique internationale aujourd'hui au cœur finalement pas au cœur du problème, au cœur des multitudes de problèmes. Et je pense que l'avenir de la Suisse dépend vraiment de la façon dont elle va aussi gérer et la façon dont elle va s'impliquer dans les relations internationales, que ce soit sur les questions économiques, fiscales ou les questions climatiques. Le monde est trop petit pour le diviser entre pays. Alors, c'est une citation que personnellement je vais retenir de notre entretien et je repars avec. Je trouve que c'est un beau résumé, une belle façon de résumer aussi notre vision du monde. Peut-être pour finir comme dernière question, alors tu le sais, tu es bien placé pour le savoir, les élections fédérales approchent à grands pas, lentement mais sûrement. Est-ce que tu peux nous donner en quelques mots un bref aperçu de ta campagne électorale, puis aussi de votre campagne électorale que je trouve assez dynamique à Genève, avec Delphine Klopfenstein-Brogini et Isabelle Pasquier pour le Conseil national, et bien sûr avec Lisa Mazzone pour le Conseil des États. Voilà, donc on a une campagne très, très unie. Personnellement, je ne vais pas faire une campagne personnelle en plus de la campagne. J'aurai bien sûr des actions personnelles et l'idée est pour moi d'être beaucoup plus présent à Genève et à Carouge. C'est vrai que le fait d'être à Berne au Parlement et surtout dans la politique extérieure, ce qui m'oblige à pas mal de déplacements, eh bien, j'ai pas eu beaucoup de présence, ce que je faisais beaucoup en tant que maire. Et je pense qu'il est important aussi maintenant d'être présent auprès des citoyennes et citoyens pour pouvoir répondre à leurs questions et discuter avec. Rappelez quand même que nous sommes une liste de 12. Donc effectivement, il y a Delphine et Isabelle. Oui, mais j'ai cité il y a que aussi les sortantes. Ouais, les 9 autres candidates et candidats. Donc nous serons 12 sur la liste. L'objectif aussi, c'est de ratisser large, de montrer une présence, de montrer une ambition. Et je crois que les Verts genevoises et genevois ont envie de rééditer leurs excellents résultats de 2019 où avec toutes les listes annexes, nous avons approché les 25%, ce qui est évidemment un record pour nous et de bon augure, mais je pense que voilà, on doit aussi expliquer à la population ce que l'on a porté pendant 4 ans, les nombreux projets sur lesquels on a travaillé et vraiment ce que l'on a pu amener. La loi climat qui a heureusement convaincu près de 60% de la population, eh bien, cette loi, si elle a quand même du contenu important en matière de lutte contre le changement climatique, c'est parce que les Verts y ont travaillé, mes collègues dans les commissions y ont travaillé assidûment. Donc le fait d'avoir un certain nombre de Vertes et de Verts au Parlement n'est pas anodin. Et je parle du Parlement, du Conseil national et du Conseil des États, bien sûr. Lisa Mazzone en est l'exemple. Elle peut faire changer les choses. Lisa Mazzone devrait avoir la présidence du Conseil des États durant la prochaine législature. Ce sera aussi une manière, comme l'a fait Irene Kellin au Conseil national, une manière aussi de porter les valeurs des Vertes et des Verts. Et donc c'est vraiment important de se mobiliser et je pense que le résultat de ces élections dépend énormément de la mobilisation des gens pour qui le climat est important. Alors l'appel est passé, hein, je peux que le soutenir. Merci Nicolas, merci à toutes les auditrices et tous les auditeurs de nous avoir écoutés. Donc de nouveau, merci à toi pour cet entretien, je trouvais intéressant, passionnant, j'espère que ça a été le cas de tout le monde. Aussi merci pour ton engagement en faveur d'une Suisse qui a de bonnes relations avec l'étranger, en général avec l'Union européenne en particulier, et puis pour une société ouverte et solidaire. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu souhaites partager avec nous en guise de mot de la fin ou de dernier mot de la fin? Non, mais te dire merci Ilias, merci pour cette interview. C'est vrai que c'est important aussi de nous donner la parole et la possibilité de parler un peu plus longuement que juste en 2 phrases. Et effectivement, rappeler à tout le monde que les différents combats que mènent les Vertes et les Verts ne sont pas antagonistes, que l'on peut défendre une société inclusive, défendre le climat, défendre l'ouverture sur le monde, sans pour autant renier l'un ou l'autre des combats. Et tout cela, effectivement, en défendant aussi les personnes les plus précarisées, on en a peu parlé, mais c'est un combat aujourd'hui extrêmement important.
il y a une partie de la classe moyenne et des gens les plus pauvres qui aujourd'hui souffrent, et nous devons absolument les aider. Il ne faut pas qu'ils fassent les frais de la transition climatique. Donc tout cela, ça fait partie de notre programme, et effectivement, on se battra vraiment pour cette société inclusive, respectueuse et égalitaire. Alors voilà, ce 4e épisode de notre podcast Les Vertes et les Verts en discussion se termine déjà. Il était consacré aux attaques de la droite contre le climat, contre l'égalité et contre l'état de droit. Merci à toutes et tous pour votre intérêt, pour vos retours. N'hésitez pas à nous faire part évidemment de vos remarques, de vos critiques, de vos suggestions. Pour cela, vous pouvez soit nous envoyer un email à vert, au pluriel, verts, @vert.ch, aussi au pluriel, et nous vous répondrons avec grand plaisir, ou alors nous envoyer un message ou un message audio sur WhatsApp au numéro suivant 079 920 80 93 079 920 80 93. C'est aussi possible sur Signal au même numéro. Et n'oubliez pas de nous suivre sur notre canal YouTube et sur les applications Podcast, Spotify et Apple Podcast. Merci beaucoup, Nicolas. Encore, merci et à une prochaine, j'espère. Merci à toi, à très bientôt. Ciao. Ciao.